60 personnes qui travaillent à l'unisson pour apporter cette pompe cardiaque révolutionnaire aux patients. CoreWave est faite donc d'ingénieurs, de chercheurs issus des meilleures formations en France et à l'étranger, de techniciens experts venus des industries les plus exigeantes, aéronautique, horlogerie, Formule 1, mais aussi nous avons attiré des vétérans de la pompe cardiaque, qui auparavant ont contribué à des programmes de R&D qui ont accouché de leaders mondiaux pesant des milliards. Ils viennent des États-Unis, d'Australie et se sont installés ici, en France, pour rejoindre l'aventure CoreWave. Alors, nous sommes désormais de plein pied dans le XXIe siècle et ces défis vertigineux appellent à inventer un autre futur. Vous, chercheurs, avez des réponses technologiques à apporter. Et la start-up peut être l'écrin idéal pour exprimer vos talents. La France est devenue un terreau fertile pour les start-up deep tech ambitieuses et positionnée depuis longtemps à la frontière technologique, elle s'est armée avec un arsenal de financement emmené par BPI France et désormais avec des relais en Europe avec EIC. Grâce à ces soutiens, CoreWave a pu mobiliser des dizaines de millions d'euros qui sont nécessaires pour développer une pompe cardiaque qui est aujourd'hui attendue avec impatience par les chirurgiens cardiaques du monde entier. Alors, la société qui est la mieux positionnée pour devenir le SpaceX de la pompe cardiaque est française. Maintenant, à vous de jouer en rejoignant une start-up ou en créant la vôtre. Merci beaucoup Louis. Et pour tous ceux qui ne sont pas complètement au fait des programmes européens, EIC, c'est European Innovation Council, qui vise à aider les startups au niveau européen. Alexandra, on va rester dans le domaine de la santé, mais sur quelque chose qui est plus gai, on va dire, que les problématiques auxquelles s'intéresse Louis. Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée tout d'abord. Donc je me présente, je suis Alexandra, je suis française et espagnole et je suis chercheuse dans l'âme. J'ai d'abord commencé mes études en Suisse, après avoir fait mon lycée en France quand même, à l'EPFL. Ensuite j'ai étudié de l'ingénierie médicale, ensuite j'étais à Londres à Imperial College pour faire mon master et mon doctorat et j'ai fini par faire un postdoc à Boston au MIT. Donc j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose que j'encouragerais n'importe qui à faire. J'ai énormément appris en passant d'un système institutionnel à un autre. On ne travaille pas de la même manière en Suisse, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Si vous avez l'opportunité, faites-le. Et donc, le thème un peu central de ma recherche a été d'étudier les modèles précliniques, donc soit animaux, soit cellulaires, pour comprendre mieux ce qui se passe chez les humains. Et donc, les maladies qui m'avaient intéressée sont le glaucome, maladie oculaire, le cancer, l'immunothérapie. Et donc vraiment le fil conducteur a été beaucoup d'expérimental, j'ai passé beaucoup de temps avec les microscopes, beaucoup de temps dans le labo et j'avais toujours su que je voulais monter une boîte, seulement je ne savais pas quand. À la fin de mon postdoc, j'ai entendu parler d'une bourse, la bourse Marie Curie, qui m'a permis de rejoindre une start-up et de revenir en France, en Europe en l'occurrence. Mais j'ai rejoint une start-up en France et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la confiance en moi, on va dire, pour commencer à me lancer. Et ensuite, j'ai rejoint le même programme dont Johan parlait tout à l'heure, Entrepreneur First, que je conseille fortement parce qu'ils sont vraiment très bons, je trouve, à motiver en fait les chercheurs à sortir un peu de leur bulle académique et à confronter leurs idées sur le marché. Et donc du coup, ça fait maintenant 2 ans que j'ai monté cette boîte qui s'appelle InVitro. Donc InVitro dans les grandes lignes, c'est une start-up qui développe de l'intelligence artificielle pour lutter contre l'infertilité et pour augmenter les taux de succès de la fécondation vitro. Donc on est une boîte deep tech, on est une boîte de scientifiques qui travaillent pour les scientifiques. Les personnes qu'on cherche à aider sont les experts de la FIV dans le labo, ce qui rejoint un peu mon expérience. Je n'ai pas travaillé dans un labo de FIV, mais j'étais dans un labo de culture cellulaire. Et en fait, au cœur de la FIV, il y a de la culture cellulaire. On cherche à maintenir les embryons en vie. Et c'est ça qui m'a fait vraiment rejoindre ce milieu fascinant. En gros, on aide des experts à créer la vie dans le labo, donc c'est de la science-fiction, c'est incroyable. Et donc, le message que je voulais vraiment envoyer aujourd'hui pour ceux qui éventuellement aimeraient monter une boîte ou qui se posent la question de faire de la recherche, c'est tout simplement faites-le. Je pense que mes années de recherche ont été probablement une de mes meilleures époques de ma vie. Pour différentes raisons, c'est une époque très formatrice. Vous allez cultiver votre résilience, même si vous ne montez pas une boîte après, c'est quelque chose de très très puissant. Vous allez surtout cultiver votre curiosité. Et je pense que vraiment,
en étant chercheur, on est presque un peu des micro-entrepreneurs, un peu localement. On est un peu là tout seul à émettre nos hypothèses, à les tester, à les interpréter et ensuite à les communiquer. J'aimerais aussi revenir sur un sujet qui a été mentionné plusieurs fois. Si vous faites de la recherche, profitez-en pour apprendre à communiquer. Après tout, on est appelé des chercheurs, pas des trouveurs. Vous allez passer le plus de temps à chercher des choses qui ne vont pas marcher, c'est normal, mais pour autant, apprenez à les vendre, à les communiquer, parce qu'au final, si vous montez votre boîte, même si vous développez de la science qui est incroyable, si vous n'arrivez pas à convaincre les utilisateurs, et je pense que c'est d'autant plus pertinent avec de l'intelligence artificielle de l'utiliser, votre science, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc voilà, mon message, c'est vraiment, lancez-vous. Je pense que la recherche, notamment la recherche fondamentale, il y a quelque chose de très beau dans l'idée de passer des années entières à se poser des questions, qu'elles aient un impact immédiat ou pas. Donc cultivez vraiment cet émerveillement. Peut-être que mon mot de la fin, c'est, je trouve que ce que j'ai vraiment voulu retrouver dans l'entrepreneuriat, que j'adorais dans la recherche, c'est un peu ce côté obsessionnel. On veut résoudre ce problème et ce côté émerveillement. On est un peu des grands enfants. J'espère n'offenser personne, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est connu que beaucoup d'entrepreneurs restent un peu des grands enfants parce qu'aucun adulte sensé se lancerait là-dedans. Donc prenez le temps, profitez-en. Et si vous voulez découvrir un nouveau type d'émerveillement, eh ben, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si j'ose dire, on va passer de l'Espagne à l'Italie. Giorgio, il y a un peu plus longtemps que les autres que tu étais sur les bancs de l'université, n'est-ce pas? Mais tu es un serial entrepreneur et tu vas nous parler d'une révolution à venir qui concerne les écrans. Tout à fait. Mais avant là, je voulais dire, vous avez de la chance parce que je pense que vous allez vivre un moment spécial. Les prochaines 10 années, la vague d'innovation qui s'abat sur la planète sera beaucoup plus que les derniers 30 ans. Et si vous êtes dans le deep tech, n'importe ce que vous allez faire, vous allez tomber sur vos pieds. Et en plus, en ce moment, la France a vraiment compris l'importance, l'enjeu des startups. Et donc, il y aura, finalement, ça devient quelque chose qui est moins impossible qu'avant. Je dirais même, c'est ce qu'il y a de plus amusant à faire, si je peux dire comme ça. Un mot sur moi-même. Donc, moi, je suis italien naturalisé américain. J'ai passé 15 ans aux États-Unis, 15 ans en Angleterre, 15 ans en France et 15 ans en Italie. Et j'ai défendu ma thèse en fusion thermonucléaire, mais j'étais impatient. Je me suis dit, ça va prendre 30 ans, et moi, je n'ai pas 30 ans. Donc, j'ai défendu ma thèse le vendredi, et le lundi matin, j'ai commencé à réorganiser un groupe de finance. Je suis devenu consultant en stratégie, et voilà, d'un coup, j'étais expert de finance. Mais bon, après un moment, j'en ai eu marre d'expliquer aux gens comment faire. Je voulais faire, et donc j'ai rejoint une start-up dans la vallée. Enfin, j'ai créé une start-up dans la vallée, c'était il y a 30 et quelques années, quand on était encore petit. Et puis, depuis, j'en ai fait 7. Pas toujours que j'ai créé moi-même, mais que je rejoins pour le développement. Il y a une qui était particulièrement intéressante en France. Donc, j'avais fait un spin-out McKinsey, donc dans le conseil, j'ai dit, oh, non, c'est plus la peine. Et il y avait cette boîte qui faisait des polymères pour pyrolyser les moteurs d'avion, pour faire du télécom, et on ne trouvait pas d'argent, et on était à la banqueroute. Donc on a dit, ben, où on trouve l'argent? Dans la pharmacie. On a redirigé la société dans la pharmacie, on s'est coté au Nasdaq, et de docteur Anania, pendant 5 ans, tout le monde pensait que j'étais un docteur médical, et donc je m'amusais à donner des avis médicaux à tout le monde autour de moi, et c'était très sympa. Donc ça a marché, et puis j'en ai fait une autre qui est montée de 50 personnes à 5000. Mais il faut savoir que les startups, ça fait comme ça et comme ça. Moi, dans la startup qui a monté à 5000, 2 fois, on était à 2 semaines de la banqueroute. Et vous découvrez combien de problèmes médicaux vous avez quand vous pensez que d'ici 1 ou 2 semaines, vous devez licencier 2000 personnes. Ça fait... on découvre des choses de son corps qu'on ne connaissait pas du tout. Bon, donc Aledia. Aledia veut révolutionner le marché des écrans. Le marché des écrans, c'est 120 milliards par an. Et les écrans, c'est partout. En fait, votre expérience du monde passe à travers les écrans. Et il y aura un basculement entre la technologie d'aujourd'hui, les cristaux liquides et les OLED, qui sont très très peu efficaces, pas très brillants, ça ne se lit pas au soleil, ça ne dure pas longtemps, etc. Les images sont OK, mais pas spéciales, vers les technologies LED, dites micro-LED. Et ce marché de 120 milliards va basculer, et avec cette rupture technologique, on peut rentrer dedans si on a quelque chose de différent. Donc nous essayons de le faire, c'est quelque chose qui peut être macroscopique.
Et je pense que tous ceux qui font des startups ont un peu envie de changer le monde. Donc, si c'est quelque chose de plutôt gros que petit, bon, ça aide. On a l'impression qu'on change un peu le monde. Donc, on est en train de grandir. On est maintenant 200 personnes. Il y a toujours du risque, mais on commence à être dans la phase où ça commence à devenir vrai. Et les displays, bon, je vais parler 10 secondes de plus. Vous rentrez dans une voiture, la voiture sera qu'un display, on s'en fiche s'il y a un moteur dedans. Vous rentrez dedans, vous voulez continuer à jouer au solitaire ou regarder Instagram. Voilà, donc la voiture, ce sera un écran. Les lunettes à réalité augmentée, ils vont arriver à la fin de 2024. Ils vont reconnaître tout ce qui est autour, sans limite, et vous aider d'en faire ce que vous avez envie avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais les lunettes à réalité mixte, qui viennent 2 ans après, vont projeter les personnes et vous ne savez pas s'ils sont là ou pas. C'est un niveau de densité optique que le cerveau n'est pas capable de savoir si la personne n'est pas ou là. C'est un peu bluffant, ça arrive dans 5 à 6 ans. Donc, le dernier mot, puisque j'ai fini et je suis à 0, c'est je pense que vous pouvez beaucoup vous amuser, et il y aura des hauts et des bas, et il y aura quelqu'un qui va faire faillite. C'est pas grave, vous retombez sur vos pieds, mais vous vous amusez beaucoup pendant ce temps-là. Merci. Merci Giorgio. On va finir notre petit tour d'Europe par la Norvège en accueillant Anne, qui était chercheuse CNRS et qui est maintenant une actrice de ce qu'on appelle le New Space, on peut dire. Anne. Bonjour à tous. C'est étrange d'être là sur les scènes, en fait. Parce qu'en 2016, j'étais parmi vous et je ne comprenais rien à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis en tête de la start-up Deep Tech dans le spatial. Comment je suis arrivée là, je n'ai aucune idée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le monde spatial est en train de changer fortement. Dans le début 2020, on lançait autour de 40 satellites par an mondial. Aujourd'hui, on lance plus que 1000 satellites mondiaux par an. Et demain, on va lancer plutôt 2000 par an. Les résultats, c'est que les satellites miniaturisés, ils sont opérés dans les grandes constellations autour de la Terre. Il fait plein de choses bien pour le monde. Mais les choses qui est aussi en train de changer, c'est comment on fabrique ce type de satellites et comment on contrôle les satellites en orbite. Donc, je reviens comment j'ai arrivé là, dans le monde spatial qui est en train de changer. On miniaturise les satellites. Et mon boîte, on fait les moteurs pour ces satellites, pour contrôler ces satellites autour de la Terre et les déplacer en constellation. C'est extrêmement important parce qu'on évite des collisions entre les satellites. Et si on continue à lancer les 2000 satellites par an, cette industrie n'est pas durable si on n'est pas là pour fournir ces moteurs. Et en fait, mon parcours, c'est recherche. J'étais chercheur en physique du plasma. C'est un des cœurs sur les propulsions spatiales. Et pendant ma recherche, depuis 2000, la recherche était focus sur ces 40 satellites qui ont lancé. Pour les amener en géostationnaire, plus puissant, plus fort, plus gros, on s'en fichait complètement les prix. Le but, c'était les performances. Et fur et à mesure, on a réalisé qu'en fait, il faut miniaturiser ces moteurs et on commençait à travailler dessus. Et on a commencé à avoir des idées de comment augmenter les performances des petits moteurs. Et c'était les vraies disruptions. On commençait à travailler sur le carburant, plein de choses. Pas très important ici. Mais en fait, c'était tellement disruptif qu'on a eu le soutien, beaucoup de soutien de BPI pour travailler dessus. Pas beaucoup de soutien dans le début par les spatiales parce que nos technologies étaient tellement disruptives. Et c'est pour ça que je me lançais dans l'entrepreneuriat, parce que dans la recherche, on arrivait tellement avancé dans les technologies profondes
que la prochaine étape, c'était le produit. Et les seules choses à faire, c'est d'avoir plus d'argent, plus de gens, plus de recrutement. Ce n'était pas assez à recruter 1 ou 2 doctorants à un postdoc. Donc, c'est pour ça que je me lançais. C'était pour amener ces projets même au bout de recherche, appliquer la recherche à quelque chose d'utile. Et tout d'un coup, je me trouve dans l'entrepreneuriat. Donc, BPI était très important pour nous pour sortir ce type de technologie. Sans eux, on n'était pas là. C'est sûr, sans eux, on était toujours en train de travailler dans le labo pour peut-être creuser un peu plus profond. Donc, en 2016, j'étais là parmi vous. Je dis, est-ce que je veux me lancer? C'est quoi ce type d'investisseur? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est quoi comme aide? C'est quoi BPI? Je ne connaissais pas. C'est quoi le big? Et j'imagine que vous êtes en train de penser la même chose. Il y a beaucoup d'aides. 2 secondes. Il y a beaucoup d'aides. Il faut choisir parce que sinon vous êtes aveuglé à trop d'aides en fait. Donc il faut trouver l'aide qui vous convient de plus parce que sinon vous perdez trop de temps sur avoir d'aide en fait. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez vu ici quelques exemples de startups. Il y a aussi des startups qui sont liées par exemple à une préoccupation que beaucoup d'entre vous ont, qui est l'atteinte des objectifs de développement durable. Enfin, faut pas. On a vu quelques startups ici. Peut-être là, il nous reste 3-4 minutes pour discuter. Il me semble qu'il y a un élément sur lequel on pourrait un peu insister, c'est la notion d'équipe. Parce qu'au fond, être chercheur ou entrepreneur, c'est un travail d'équipe. Vous êtes en avant, parce qu'il faut des leaders, bien sûr. Mais je crois que vous l'avez tous dit de façon plus ou moins explicite. Mais il me semble qu'on pourrait commenter rapidement sur finalement cet analogue qu'il peut y avoir entre le chercheur qui n'est pas chercheur tout seul et l'entrepreneur qui n'est pas entrepreneur tout seul. Construire des équipes, les animer, les faire vivre. Comment on fait? Vous avez 33 secondes chacun à peu près. Hein. Louis? Oui, effectivement, c'est fondamental parce que les sujets sont tellement compliqués et divers qu'il faut avoir des équipes qui soient au très bon niveau. Donc, je dirais globalement qu'on est sur un sujet intéressant. Ça attire des personnes de qualité, ça attire du monde. Et après, ce qui est un peu un défi, c'est de réussir à créer une culture parce que finalement, on grossit. Nous, on n'est pas très nombreux, on est 60 personnes, mais il faut une culture où les gens partagent un peu les mêmes valeurs, l'envie d'aller dans le même sens. Donc c'est d'une part être sur un sujet qui est suffisamment passionnant pour que les personnes experts de ce domaine viennent, et ensuite avoir une culture qui crée du collectif, où il y a de l'humilité, il y a de l'ambition certes, mais où il y a vraiment, on joue collectif. Et c'est vrai que le fait d'être sur une mission, comme souvent sont les medtech, les deep tech, mais aussi les medtech a fortiori, eh bien ça aide à cimenter du collectif, parce que tout le monde est là en fait pour aller servir la mission. Merci. Anne? Oui, je pense que l'équipe, c'est un des plus importants. On est 20 personnes aujourd'hui, on a 12 différentes nationalités. On a recruté les gens qui venaient de tout le monde entier pour venir chez nous. Les choses qu'on cherche, en fait, c'est les gens qui ont la résilience, qui n'ont pas peur et qui est très curieux. Et curieux pas que sur les sciences, mais aussi comment les autres travaillent, parce qu'on mélange l'équipe de tous les différents domaines. Et tu es peut-être expert dans ton petit domaine, mais il faut accepter qu'il y a des autres qui savent mieux d'autres choses. Et ce type de cohésion entre l'équipe est très important, et c'est une des choses, ouverture d'esprit est une des choses très importantes quand on recrute. Stan ou Mathieu, je vous laisse. Stan. Ok, merci. Je vais un peu construire par-dessus ta réponse. Quand on travaille dans un domaine de deep tech tel que la robotique, que ce soit avec des exosquelettes, des humanoïdes ou autres, c'est fondamental d'avoir une équipe pluridisciplinaire parce que typiquement la robotique, je dis souvent que c'est le domaine de l'ingénierie où on travaille à la fois sur la mécanique, l'électronique, la commande, les mathématiques et la modélisation. Et si on veut rajouter à ça, si on veut transformer notre robot en un produit commercial, c'est nécessaire aussi d'avoir du réglementaire. Et en fait, c'est impossible pour un seul être humain
de maîtriser tous ces domaines et c'est nécessaire d'avoir une grande équipe complète de gens compétents, comme ce qu'on a construit avec à Wondercraft. Ouais. Et moi, je voudrais juste que tout le monde réfléchisse à la dernière fois où il s'est senti un peu abattu et désespéré en se disant mais pourquoi je fais ce que je fais? Et si vous réfléchissez à ce moment-là, c'est probablement un moment où vous ne compreniez pas le sens, où vous n'étiez pas capable de visualiser l'intérêt de ce que vous faites. Et je pense que pour construire une équipe, il faut que tout le monde le sente, mais vraiment là, en fait. Pourquoi il est là? Pourquoi il est dans cette boîte? Pourquoi il s'est levé ce matin? Pourquoi il est en train de redévelopper une partie de code? Et que ce soit vraiment au fond des gens. Et c'est ce autour de quoi on a bâti Wondercraft. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme Kevin ou Stanislas ou Jean-Louis. C'est pour voir le sens de ce qu'on fait vraiment quotidiennement. Et quand l'exosquelette est là, avec des personnes qui l'utilisent, pour moi, c'est comme ça qu'on construit une équipe. C'est en leur donnant du sens et de la vision. Alexandra et Giorgio, rapidement si possible, parce que le temps... Très rapidement, je suis d'accord avec vous tous. Mais donc, pour aller très rapidement, je pense que l'interdisciplinarité est vraiment clé aujourd'hui. La diversité, ça a été aussi mentionné. Et peut-être le dernier élément, ça paraît bête, mais de l'optimisme. Surtout quand on est une petite équipe, il suffit qu'il y en a un qui soit déprimé, et on a le droit d'être déprimé, on est humain, pour que ça coule tout le monde. Donc c'est normal, c'est humain, mais il faut vraiment avoir des gens, et je pense qu'encore une fois, en tant que chercheur, on se doit de l'être, des gens qui soient motivés et qui ne se laissent pas abattre très facilement. Et surtout, c'est là que ça compte d'avoir une équipe soudée pour qu'on puisse s'entraider. Et pour finir, Giorgio, qu'on a animé des équipes, des petites et des grandes? La première chose pour moi, c'est qu'il faut sortir de son zone de confort parce que certaines fois, on prend des gens qui pensent comme soi et il n'y a rien à faire. Les points de vue différents sont ce qui rend non seulement plus intéressant, mais probablement qui améliore la probabilité de succès. L'autre chose, c'est très important, il faut bouger vite quand on est une start-up et donc il faut installer une culture où il faut prendre des décisions rapidement et s'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Comme dit Mark Zuckerberg à ses équipes dans la réalité augmentée, voilà 5 milliards, go and make mistakes. Et si on est prêt à accepter des erreurs, on est prêt à aller plus vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci Antoine. Voilà, la recherche française, c'est ça. C'est d'abord l'université de Paris qui est non pas 14e, Antoine, mais 13e. Ils ont gagné une place et je crois que c'est important. C'est la première université continentale, mais c'est surtout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le président directeur général du CNRS qui, ce matin, est au milieu des entrepreneurs, des entrepreneuses. C'est cette diversité, c'est cette fluidité entre ces mondes qui est en train de se créer. Voilà, c'est ça la recherche française. C'est ça qu'on est en train de construire. Et vous l'avez compris, pour répondre à des enjeux de société qui sont immenses. Pour cette avant-dernière séquence, je suis très heureux d'accueillir un entrepreneur aussi hors norme sur un sujet dont il va vous parler qui est là aussi bourré de sens, à la fois évidemment avec une technologie à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial et aussi à la pointe évidemment des enjeux de santé. Et il va vous parler avec ses invités, là encore, de comment on peut être chercheur aujourd'hui et comment justement on crée autour de soi cet écosystème. Voilà, c'est parti.